L'urgence ne réside pas dans l'imminence. Elle s'y condense ponctuellement, en permanence. L'ici et maintenant, das Hier und Jetzt, de ce que Hegel décrit comme la première figure dans la phénoménologie de l'esprit, le lieu-temps de la certitude sensible sans marge de mouvement alternatif, tout de suite. Le régime de l'urgence se fonde dans l'insensé du danger de mort, dans l'abîme de la continuité du flux régulier des possibles, à condition que le sursis soit viable, l'urgence est distanciée. Mais dès que l'immanence et l'imminence de la mort ou du collapse surgit, l'urgence entre et dicte sa temporalité, son économie affective totale, ses modes d'agir d'exception, son être totalitaire. Urgence, urgere. Tout de suite, le besoin ne tolère pas le temps de la réflexion. Le besoin colmate la distanciation qui fonde le désir. Le besoin appelle qu'il soit satisfait sans délai, sur place. Le malade du Covid qui ne peut plus respirer sans machine, sera-t-il sauvé ou non? Que notre flux respiratoire reste régulier et continu, alors l'urgence n'aura pas lieu. Urgence. Le ciel est bleu à Pékin, le grand canal transparent à Venise, les mégapoles silencieuses. L'urgence, c'est la conjoncture, le kairos politique aujourd'hui propice à l'écologie. Les Verts, d'abord décontenancés comme tout le monde par la pandémie foudroyante, voient s'ouvrir la chance de tenter d'inverser le cours des choses, d'ébranler la confiance en la pensée unique, le dogme de la destruction créatrice qui nous enchaîne à la roue motrice de l'économie de croissance par la croissance de la croissance dans le cycle production, consommation, novation. Je relis le manifeste récent de Nicolas Hulot. S'agit-il de prendre le pouvoir? Non. Et disons même que ce qui fait obstacle peut être insurmontable à cette clairvoyance salutaire ou vision, c'est la visée électorale du parti de Yannick Jadot et l'illusion politicienne de l'opposition de droite. La droiture n'est pas droitière ni populiste. Comment recevoir droitement le manifeste? Un manifeste de 100 phrases dont la faiblesse trop manifeste tient à son ton de décalogue, en l'occurrence un hécatologue, si hécaton veut dire 100 en grec. Aimez-vous les uns les autres, fait un programme trop consensuel. C'est pourquoi il faut rappeler la provenance historique de l'écologie, ses racines vertes et bleues. Je le fais en 2 remarques. 1. L'expérience primordiale de Nicolas Hulot a consisté à montrer pendant des décennies la beauté de la Terre vue de son ciel. Il s'agit du terrestre et de notre reterrestration. Tout a peut-être commencé par la beauté, disait un philosophe français. Et je n'ai garde d'oublier Arthus Bertrand et 1000 artistes. 2. Quant à l'esprit de 68, l'originalité de Daniel Cohn-Bendit se laisse condenser en ces 2 axiomes. Le premier touche à l'identité, exercice ontologique en somme, indispensable même s'il passe pour difficile. Nous sommes ce que nous ne sommes pas, à savoir tous des juifs allemands. Le second est celui du compromis. Échanger la lutte à mort, genre maître et esclave, non pour la dialectique, mais pour la quête du s'écouter pour s'entendre en extraterritorialité, en trêve constructible, que malheureusement la tarte à la crème du dialogue simule seulement, une trêve non fracassable immédiatement, parce que les 2 adversaires inventent
une phrase commune, improbable, imprévisible. La complexité que j'ai qualifiée d'ontologique se recèle dans la différence de ces deux énoncés. Nous sommes ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Que la pensée comparante et son opérateur en comme nous aidera à composer. Au nom de notre sécurité, notre santé, nous vivons dans un état d'urgence sanitaire. Au nom de sécurité, nous avons vécu à peu près d'une façon quasi permanente depuis 2015 dans un état d'urgence politique à cause des attentats du 13 novembre. Certaines dispositions de l'état d'urgence ont été pérennisées dans la Constitution française. Elle était introduite et pérennisée d'une façon constitutionnelle. En Égypte, d'où je viens, il y a un état d'urgence quasi permanent depuis 1981. Donc, il devient très difficile de qualifier cet état d'urgence par l'urgence. Ça devient une exception qui perd sa caractère d'exception et devient la norme. Donc, cet état d'urgence devient la norme. Au nom de notre bien, au nom de notre santé, au nom de notre bien-être, nous sommes privés de notre liberté au nom de quelque chose de plus important que notre liberté, qui est apparemment notre santé ou apparemment notre sécurité. Il s'agit donc de penser ça. Penser l'équivalence entre les deux et la priorité qu'on donne donc à la sécurité, à la santé par rapport à la liberté. Où est l'urgence? L'urgence, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à ceux qui auront déclaré l'état d'urgence. Nous n'avons pas déclaré l'état d'urgence. Moi, personnellement, je ne suis pas contente d'être privée de ma liberté, de me déplacer, de sortir, d'aller dans un parc, de voyager, de partir, de rentrer chez moi en Égypte. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence. L'urgence, c'est l'état dans lequel nous vivons parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la crise. Dès le début, il y a eu une mauvaise gestion de la crise, de la possibilité même de la crise, de la possibilité même de pandémie. Quelque chose est complètement fou, irrationnel et insupportable dans cette gestion catastrophique de la catastrophe. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à confiner des milliards de personnes chez eux, dans ces conditions, dans des maisons où pour la plupart, la quasi-majorité des maisons qui ne sont pas faites pour être habitées en permanence. Donc il n'y a pas d'urgence. Il aura fallu une autre politique, un autre dispositif, une autre gestion, un autre état de monde. Et cet état de monde, celle-ci, justement, il est urgent de les changer. Bonjour. En cette période d'urgence sanitaire ou bien d'urgence pandémique, l'urgence est de se poser quelle est l'urgence. Ça veut dire qu'on doit chercher aujourd'hui là où on doit orienter les initiatives. Quand je dis les initiatives, ça dit que l'élan, par exemple, de riposte doit être orienté vers quoi? Cette question, je la répondrai doublement. Je dirais d'une part que l'urgence est dans l'investigation et l'investissement au niveau donc de la santé. Quand je dis ça, c'est au niveau des laboratoires pour essayer de donner poids à la science, car cette science aujourd'hui est capable
vu les prouesses qu'elle nous a montrées dans le passé, de doter à l'humanité des moyens nécessaires pour endiguer cette pandémie. Raison pour laquelle on doit donner la parole aux scientifiques. On doit donner la parole aux scientifiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques doivent se taire quelques instants pour permettre aux scientifiques de hausser le ton afin de nous permettre de trouver quelque chose qu'on pourrait mettre sur la table comme protocole qui peut permettre de mettre fin à cette pandémie. Mais au-delà de ça, vous savez que la pandémie n'est pas seulement une conséquence, n'est pas seulement une crise sanitaire, ou du moins, si elle est une crise sanitaire, c'est une crise sanitaire aux conséquences larges et énormes. Raison pour laquelle elle ne va pas laisser le monde intact, d'où la nécessité de réfléchir aujourd'hui et à partir de maintenant dans le hic et nunc, dans l'ici et le maintenant, sur les conditions de vie d'après pandémie. Autrement dit, l'avenir de l'humanité, comment elle va s'orienter après la fin de cette pandémie. Par conséquent, on doit comprendre qu'aujourd'hui, l'importance, c'est de redéfinir les relations humaines en les posant sur l'idée de morale. Aujourd'hui, on doit comprendre que l'humanité ne doit pas toujours aller vers la quête effrénée donc de bien-être et de confort matériel. On doit savoir que l'homme, avant d'être quoi que ce soit, il est d'abord un humain. Or, l'humain, si on en parle, c'est un être pétri donc de morale, un être pétri de valeur. Raison pour laquelle la crise ne doit pas nous amener à désespérer, parce que n'oubliez pas que c'est en situation de crise que l'humain a su se surgir pour montrer sa grandeur. Comme le dit Blaise Pascal, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se croit misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable, c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Donc l'homme est, si on veut dire, un être qui devient grand à chaque fois quand il traverse une crise, parce qu'après chaque crise, il est appelé à redéfinir ses relations et ses rapports. Et dans cette nouvelle définition donc des relations et des rapports de l'humain, il serait important de placer l'humain au centre de tout ce que nous faisons et d'arrêter, comme le dit Kant, d'utiliser l'homme non pas comme un moyen autant pour moi, mais plutôt comme une fin. Autrement dit, l'humain doit être au cœur de nos rapports. On doit savoir qu'aujourd'hui, on doit bâtir un monde qui repose sur comment permettre à l'homme de s'épanouir et de bénéficier d'un bien-être sans pour autant mettre à l'avant la recherche donc de gains et de profit. Raison pour laquelle je dirais que l'urgence est dans la refondation donc du système libéral qui aujourd'hui a fini à montrer ses limites dans plusieurs pays du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup.